l'élégance est la seule beauté qui ne se fane pas et ce dont nous parlerons aujourd'hui nous permettent de l'être au quotidien. Les jeunes créateurs africains sont à l'honneur dans Matin Bonheur de ce vendredi. À côté, bien sûr, de la thématique agriculture, vous aurez ce programme bien calibré et de vendredi que nous proposons, bien sûr, en semaine. Allez, installez-vous, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. De la région du Sud, le début de matinée nuageux fera place à un temps partiellement nuageux et relativement ensoleillé. On pourrait s'attendre à des pluies matinales au niveau du littoral et au nord, le temps sera dans l'ensemble peu nuageux. La bande centrale, quant à elle, observera des éclaircies et des passages nuageux au cours de cette période. Face aux températures, le mercure affichera 25 degrés à Bengourou et Abidjan, 24 à Adiaké, Bondoukou et Boaké, 25 à Bouna et Bundiali, 25 degrés à Deloa, 26 à Dimbokro, 25 degrés à Gagnoa, 24 à Guiglo, 25 degrés à Korogo, 23 à Mont, 24 degrés à Odiéné, 25 à San Pedro et Sassandra Soubré, 24 degrés à Tabou, 24 à Tchassalé, 24 degrés à Touba et 25 à Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, l'instabilité se développera progressivement pour donner en milieu ou en fin de période quelques foyers orageux isolés, parfois accompagnés de pluie, sur les régions de l'ouest, du sud forestier et du littoral. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Face aux températures, nous pourrons observer 33 degrés à Bengourou, 32 à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou et Boaké, 35 à Bouna, 36 degrés à Bundiali, 35 à Daloa et Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa et Guiglo, 35 à Korogo, 34 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 35 à Soubré, 31 degrés à Tabou, 34 à Tchassalé, 35 degrés à Touba et 35 à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et très belle journée à toutes et à tous. Vendredi 7 mai 2021, bonjour à tous, vous regardez le flash d'information dans Matin Bonheur. 5 ans après sa création, le Conseil national de la consommation a finalement été installé par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Il est composé de 32 membres et il permettra d'assurer la protection des consommateurs et à renforcer les capacités à défendre leurs intérêts. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Le gouvernement, plus que jamais, se mobilise pour créer de nouveaux outils de régulation économique. Les 32 membres du Conseil national de la consommation qui prennent fonction devraient conjuguer compétitivité des entreprises de production et renforcement de la protection des consommateurs. Vous devez donc réfléchir et agir pour la consommation, pour une consommation plus sûre, plus soucieuse des générations futures, plus respectueuse des différents droits. Il s'agit pour cet organe paritaire consultatif de bonne gouvernance de permettre une meilleure fluidité du marché tout en garantissant aux consommateurs la possibilité de mieux faire jouer la concurrence et de bénéficier des offres les plus performantes, notamment en termes de prix et de services rendus. Cet organisme paritaire consultatif a ainsi pour but de créer un cadre de rapprochement entre les consommateurs, les organisations patronales et l'administration publique, de sorte à instaurer un climat sain. Ça vient à point nommé en une période où les consommateurs, la plainte des consommateurs vient de partout sur l'étendue nationale du territoire. Pour le gouvernement, cette structure appelée Conseil national de la consommation représente donc le dernier maillon de la digue qui va protéger les populations
contre les velléités d'abus en tout temps et en tout lieu. Elle vient donc parachever et renforcer le dispositif institutionnel dédié à la lutte contre la vie chère. Elle démontre clairement, en tout cas, la volonté du gouvernement de renforcer le monde consumériste et de lui offrir un cadre d'échange approprié permanent. Le Conseil national de la consommation pourra émettre des avis sur les textes de loi susceptibles d'impacter la consommation. Le gaz butane demeure l'une des principales composantes du mix énergétique ivoirien. D'importants investissements ont été réalisés dans le secteur pour que cette source d'énergie joue pleinement son rôle d'alternative en cas de défaillance de l'hydroélectricité. Notre reporter est allé à la découverte de ce système de production d'électricité. Le gaz comme solution durable à la crise énergétique, c'est une idée de reportage de Jean-Luc Bambo. Des barrages hydroélectriques pour la production de l'électricité, mais également des centrales thermiques alimentées par le gaz naturel. Nous utilisons le gaz naturel qui provient des opérateurs gaziers. Et c'est ce gaz naturel-là que nous allons transformer pour produire de l'énergie. Donc, ce sont les turbines à gaz qui permettent cette transformation. Mohamed Traoré est directeur technique dans une des 4 centrales thermiques du pays. Bien que dominant dans le mix énergétique, la production de l'électricité à base de gaz reste peu connue et son process relativement complexe. On va faire une combustion au niveau de ce gaz-là. Il sera ensuite détendu au niveau de ce qu'on appelle la turbine elle-même. Et cette turbine étant accouplée à un générateur, on pourra ainsi produire de l'énergie électrique. Maintenant, le fameux gaz de combustion qu'on utilise pour faire tourner la turbine à gaz, au lieu de le mettre à l'atmosphère, on a fait ce qu'on appelle un cycle combiné. Donc on va récupérer ce gaz de combustion-là, on va l'utiliser dans une chaudière de récupération pour chauffer de l'eau. Ça va produire de la vapeur et cette vapeur-là, on va ensuite l'utiliser pour faire tourner, cette fois-ci, une turbine à vapeur qui est elle-même également accouplée à un alternateur qui permet la production d'énergie. Une fois produite, l'énergie est transportée sur le réseau électrique national. La distribution de cette énergie aux usagers reste du ressort de la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais la production de gaz en Côte d'Ivoire ne permet pas de satisfaire la demande nationale des centrales thermiques, d'où d'importants investissements en cours de réalisation dans le secteur, comme ici à la centrale d'Azito. L'équipement de production qui est en construction maintenant fait partie de ce programme qui a été conçu depuis de longues années et il prévoit donc des mises en service d'équipements, de nouveaux équipements de production de sorte à couvrir la demande en énergie qui est croissante et qui permettra de régler définitivement tous les incidents que nous rencontrons ça et là compte tenu de la situation du moment. En attendant de faire évoluer le mix énergétique dans le sens des énergies renouvelables, avec notamment la construction de nouveaux barrages hydrauliques, les centrales thermiques restent l'une des principales solutions à la production de l'électricité et à la satisfaction des besoins des populations. Voilà, c'était pour vous le reportage de Jean-Louis Bambo. On s'arrête ici pour ce 6h30. L'info revient à 7h. Et on sera aussi avec vous. Merci à Aboulaye Koné pour ce premier point de l'actualité. La suite avec l'actualité. Il est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Bienvenue. Bonjour à tous, merci. Alors, première information pour commencer. 10 années après son arrivée au pouvoir, le chef de l'État fait l'état des lieux. Oui, 21 mai 2011, le docteur Alassane Ouattara a été investi président de la République de Côte d'Ivoire. Une décennie plus tard, il dresse le bilan de ses années passées à la tête du pays. Et selon le numéro 1 ivoirien, de nombreux chantiers ont été réalisés durant cette période, mais beaucoup restent encore à faire. Retrouvez dans l'expression de ce jour une interview exclusive du président Alassane Ouattara, dans laquelle il revient sur toutes ses réalisations et aussi sur ses projets pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain.
Modernisation et professionnalisation du secteur des transports, le ministre Amadou Koné dit tout. Oui, mobilité routière, sécurité urbaine, réforme du permis de conduire. Le premier responsable des transports en Côte d'Ivoire a passé en revue ces sujets et de nombreux autres relatifs à son département hier lors de la 3e édition de la Tribune du Patriote. Et à cette occasion, il a révélé notamment que pour mettre fin à la corruption constatée dans la procédure de délivrance du permis de conduire, que les inspecteurs seront bientôt retirés du processus. Et ouvrons maintenant le chapitre politique de cette revue de presse. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI était devant la justice hier. Oui, et c'était dans le cadre de la liberté conditionnelle qui lui a été accordée suite à son incarcération en lien avec les événements de la crise post-électorale d'octobre 2020, convoqué puis auditionné par la juge d'instruction du 9e cabinet du tribunal d'Abidjan en présence de ses avocats. Maurice Kakou Gikawe a ensuite regagné son domicile et selon le Nouveau Réveil qui livre l'information, le numéro 2 du PDCI, qui est sous contrôle judiciaire depuis sa libération de prison le mardi 19 janvier 2021, peut être à nouveau convoqué à tout moment. Et après leur retour au pays, les pro-Gbagbo s'engagent pour la cohésion sociale. Oui, rentrés en Côte d'Ivoire depuis la semaine dernière, Justin Katinan Koné, Damana Pikas, Koudou Jeannette et les autres exilés multiplient les rencontres. Hier, jeudi 7 mai, les deux premiers cités étaient chez le ministre Kouadio Konan-Bertin et les lieutenants de Gbagbo se sont engagés au cours de cette rencontre à œuvrer pour la paix et la réconciliation nationale selon l'intelligent d'Abidjan. Et retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, la date n'est toujours pas connue. Oui, à ce sujet, le ministre de la Réconciliation a apporté des précisions. Selon Kakabe, qui est cité par Le Matin, avant qu'une date ne soit arrêtée pour le retour de l'ex-chef d'État en Côte d'Ivoire, plusieurs questions doivent être d'abord traitées. Il s'agit notamment de celle de sa sécurité et de son lieu d'habitation à son retour à Abidjan. Et lequel retour en Côte d'Ivoire, qui est protesté par des victimes, une association de victimes. Oui, il s'agit du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, dont le président a annoncé au cours d'une conférence de presse hier que sa structure allait organiser des manifestations afin de s'opposer au retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Selon Issaka Diaby, qui dit ne pas être opposé à l'élan de réconciliation nationale dans lequel s'inscrit le retour des deux acteurs politiques. Cette réconciliation ne doit pas se faire au détriment des victimes de la crise post-électorale de 2010. Et une question dans cette revue de presse, pourquoi ce sont les pauvres qui tombent toujours à l'église? Oui, c'est la question que pose Biche à sa une de cette semaine. Et selon l'hebdomadaire satirique, dans les églises, les personnes riches n'ont pas besoin de se faire remarquer puisque leur fortune parle déjà pour elles. A contrario, les pauvres, pour exister, doivent constamment se faire voir, ce qui explique que ce sont elles qui le plus souvent tombent en transe. Enfin. On referme cette revue de presse avec un chiffre. Oui, ce chiffre, c'est le 9. Et tenez-vous bien, c'est le nombre de bébés mis au monde par une Malienne. Cet accouchement a eu lieu au Maroc grâce à un élan de générosité des populations maliennes. Et selon le quotidien d'Abidjan qui rapporte l'information, les examens prénatals ou prénataux, les deux se disent, avaient révélé que la jeune dame attendait 7 bébés. Et bien, à l'arrivée, Mère Nature lui a fait don de 2 de plus, lui permettant au passage d'établir un record mondial. Et oui, voilà, félicitations à elle. Oui, 9 bébés. Ça, on n'en fait plus. Hein. Non, non, ça, il faut le faire. 9 comme ça. Et... Non, parce que si la fois d'après, il y en a 9 qui arrivent encore là, enfin. C'est compliqué. On imagine dans la maison 9 qui se ressemblent et qui se suivent comme ça. Enfin, tout ça, c'est la grâce tout ce que Dieu de fait Dieu. Bon. Tout ce que Dieu fait bon. Tout ce que Dieu fait bon. Merci Renaud. Oui, excellente journée. Oui, et bon puis, très week-end. bon début de week-end. Oui, c'est quoi le programme Repos. Je savais qu'il allait faire Juste sortir ça. ce mot. Enfin, dans tous les cas, il n'a pas le choix. Allez, la suite avec la routine matinale que nous allons vous offrir et en compagnie du coach Jean-François Yoma. On regarde. Amis excellents, bonjour, je suis coach Jean-François Youman et je partage avec vous ce matin mes routines matinales. Eh bien, il faut peut-être vous le dire, pour moi, une journée doit être planifiée à l'avance. Donc, ma routine matinale commence déjà le soir à la veille où je vais visualiser ma journée, voir clairement dans mon esprit toutes les séquences et les étapes importantes de ma journée. Ça, c'est la toute première chose et la plus importante. Et le matin au réveil, moi je suis un lève-tôt, je suis un couche-tard mais un lève-tôt. Et tôt le matin au réveil, la toute première chose importante, c'est la prière.
La prière qui va me permettre déjà de visualiser à nouveau cette journée qui va démarrer. Une deuxième chose très importante, c'est de positiver par rapport à la journée. Donc, de déclarer des paroles, déclarer en tout cas un certain nombre d'affirmations pour comme aplanir la journée, comme pour niveler la journée et impulser à cette journée tout ce qu'il faut comme dose de positivité pour qu'elle soit une journée réussie. Troisième chose importante que je fais, eh bien, c'est d'apporter toujours du sourire, toujours de la bonne humeur à la famille, voilà, à mon épouse et aux enfants. Et une chose très importante, c'est de les accompagner mes enfants à leur école et ce temps d'échange avec eux, ce temps de partage avec eux, ce temps de booster leur journée, ce temps de les encourager, ce temps de leur communiquer véritablement tout ce dont ils ont besoin pour réussir leur journée. Ça, c'est immensement important. Et dès que j'arrive à mon cabinet, dès 8 h du matin, qu'est-ce que je fais? La prière d'écoute qui est une pratique très importante dans le métier de coach. Prendre le temps de s'écouter, de se poser pour développer une écoute active et faire en sorte que tous les coachés que nous allons recevoir au cours de la journée soient écoutés, soient accompagnés avec efficacité. Si vous deviez retenir en quelques mots ma routine matinale, c'est planifier, positiver et bonifier. Planifier, positiver et bonifier. Je vous souhaite une excellente matinale. Et à très bientôt. Bye bye. Et on l'appelle affectueusement Coach Yoman. Merci à vous, très cher, pour la routine matinale. Retour de l'information dans Matin Bonheur, l'actualité internationale, bien entendu. C'est à Gao, dans le nord du Mali, qu'Olivier Dubois a été enlevé le 8 avril dernier. Le journaliste français indépendant de 46 ans serait désormais aux mains du groupe de soutien de l'islam et des musulmans, le GSIM, une branche locale d'Al-Qaïda. Avant d'être enlevé, Olivier Dubois prévoyait d'interviewer un chef du GSIM à Gao. Reporters sans frontières RSF demande aux autorités maliennes et françaises de tout faire pour obtenir la libération du journaliste. On écoute cette réaction. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un journaliste aguerri qui connaît bien le Mali. Il travaille depuis plusieurs années. Donc c'est quand même un fin connaisseur de la région. Il a de très bonnes relations et de très bons réseaux sur place, des accès qui sont aussi privilégiés de par le fait qu'il y travaille depuis très longtemps. C'est une zone extrêmement dangereuse pour les journalistes, sans doute l'une des plus dangereuses au monde désormais. Pas plus tard qu'il y a une semaine, 2 journalistes espagnols se sont fait tuer au Burkina Faso. Donc on est dans un ensemble de pays sahéliens dans lesquels les groupes armés opèrent, restent très influents et dans lesquels les journalistes ont de plus en plus de mal à se rendre, si ce n'est au péril parfois de leur liberté. On se rend maintenant en France où, dans l'espoir d'un éventuel effort de pouvoir public, plusieurs associations ont organisé la réquisition surprise d'un gymnase hier jeudi. Leur objectif, mettre à l'abri 350 personnes sans papier, migrants ou personnes à la rue. Ces migrants sans abri sont soutenus par des militants du droit au logement. Retour sur le continent africain, plus précisément en Afrique centrale. Le champion du monde de poids lourd d'arts martiaux mixtes MMA, Francis Ngannou, a été accueilli en héros lors de son retour dans son village natal dans l'ouest du Cameroun. Surnommé The Predator, Francis Ngannou a battu Las Vegas le 28 mars par KO l'Américain Stipe Miocic, tenant du titre. Il devient ainsi le premier Africain à obtenir cette consécration mondiale dans la plus prestigieuse des ligues, l'Ultimate Fighting Championship américaine. Je vous propose de l'écouter. Je ne suis pas une légende. Je suis juste un enfant du village qui a cru et qui aujourd'hui rentre chez lui. Et le sentiment de chez toi, il n'y a rien qui explique ça. L'émotion.
Et on repart hors du continent africain, plus précisément au Brésil, où au moins 25 personnes, dont un policier, ont été tuées dans une vaste opération anti-drogue dans une favela de Rio de Janeiro, selon la police et les médias brésiliens. L'intervention a été menée tôt jeudi 6 mai contre des trafiquants de drogue accusés de recruter des mineurs dans le quartier pauvre de Jacarezinho, dans le nord de Rio de Janeiro. La chaîne de télévision Globo News a diffusé des images montrant des fuyards lourdement armés s'échappant à travers la favela pendant l'opération policière. Et on termine ce flash avec les États-Unis où le prince Harry s'est joint au roi de la pop, dont Jennifer Lopez, lors d'un concert caritatif de stars à Los Angeles dimanche dernier. Un concert pour appeler à une vaccination mondiale plus rapide et généralisée contre la Covid-19 et faire part de son soutien à l'Inde confrontée à une flambée dévastatrice de l'épidémie. Des messages vidéo du pape et du président Joe Biden ont notamment été diffusés lors du Vax Live. Le concert sera diffusé demain 8 mai sur YouTube et sur plusieurs chaînes de télévision dans le monde, dont ABC et CBS aux États-Unis, après avoir été pré-enregistré devant des milliers de spectateurs entièrement vaccinés dans un vaste stade californien. Fin de l'information sur Matin Bonheur. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, merci beaucoup Aboulaye et puis très bon début de week-end. Merci. Très week-end à toi également. Oui, qu'est-ce qui est prévu pour ce week-end? C'est boulot, dodo, dodo, comme d'habitude. J'aime bien ça. Allez, la suite. Avec quelques informations, nous sommes le 7 mai aujourd'hui, journée mondiale des orphelins du sida. C'est à la fin des années 80 que la communauté internationale prend conscience de l'épidémie du sida, qui fait donc des millions d'orphelins à travers le monde. Cette journée du 7 mai est donc consacrée à cela. Et aussi, il faut dire que lors de cette journée, plusieurs organisations et regroupements se rassemblent, se mobilisent aussi pour sensibiliser tout un chacun sur le sort de ces millions d'enfants qui sont affectés par cette pandémie. Pour le proverbe de ce jour, eh bien, la sagesse est une graine qui se récolte auprès d'un vieillard. Juste pour vous dire aussi, en d'autres termes, qu'il faut toujours respecter les gens qui ont vécu. Pour les prénoms du matin, on part en Tanzanie. Si vous avez une fille, vous l'appelez Aïka, qui veut dire gratitude. Et si vous avez un garçon, vous l'appelez Suleiman, qui signifie la paix. Allez, on va juste vous permettre de bien vous installer parce que maintenant, on parle art et culture. En 2020, chers téléspectateurs, ils ont été durement touchés par la crise sanitaire de la Covid-19. Entre difficultés et passion d'un métier magnifique, ils essaient tant bien que mal, bien sûr, de tenir le coup dans une société toujours malmenée par la Covid-19. La résilience des jeunes créateurs africains face à la Covid. Pour en parler, eh bien, nous recevons Madame Diana Ronsin, présidente de l'Association des jeunes créateurs africains. Magnifiquement habillée et elle nous permet d'agrémenter eh bien, le décor dans cette émission avec des gadgets comme ça. Bonjour, Madame Ronsin. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça fait plaisir de vous voir. Eh bien, c'est vrai qu'affectueusement, je l'appelle maman, mais aujourd'hui, on a besoin de l'émission et tout. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle des jeunes créateurs. Tout à fait. On parle de ces jeunes-là qui se battent pour faire rayonner la mode, certes en Côte d'Ivoire, mais aussi à travers tout le continent. Nous allons évoquer, eh bien, je l'ai dit, dans cette émission, ces jeunes créateurs, ce qu'ils font et tout, et surtout cette association de jeunes créateurs. On va nous dire aussi, on a combien de jeunes créateurs en Côte d'Ivoire? Qui est-ce qu'on appelle jeunes créateurs? Juste le temps pour nous de retrouver notre invité dans quelques secondes seulement. Vous suivez Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble. Nous sommes avec vous du lundi au vendredi à partir de 6h25 et ensemble, on essaie de faire le tour de tous les sujets qui vous concerne, qui nous concerne. Alors, Madame Diana Ronsin, on revient à vous. Quelle est la différence entre un couturier, un créateur ou même un styliste modéliste? Pour d'abord éclairer notre lanterne avant de poursuivre. Alors, il faut savoir qu'un couturier, c'est celui donc qui crée des vêtements, d'accord, des vêtements sur mesure. Oui. En général, le couturier, il a, comme on dit, il a une maison de couture au sein de laquelle il fait ses modèles. OK.
Ok, donc le styliste, modéliste aussi. Alors, d'accord. Donc, le styliste, c'est celui qui dessine, on va dire, une collection. Oui. Voilà, vous avez l'intention de faire un défilé de mode. C'est le styliste qui va donc dessiner la collection, qui va donner un thème, si ce sera le thème marin, la couleur, les coloris et tout. Bien sûr. C'est le rôle du styliste. Merci déjà pour toutes ces précisions. toutes ces précisions. Nous parlons des jeunes créateurs. Oui. C'est qui on appelle jeunes créateurs? Alors, les jeunes créateurs, c'est des créateurs en général qui commencent, par exemple, dans la mode. Oui. Donc, ça peut être, on va dire, un début d'un mois, qu'on peut aller jusqu'à au moins 5-6 ans. Voilà. Okay. Voilà. Avant d'être, on va dire, un créateur qui est avéré, qui est confirmé. C'est vrai, j'allais même vous demander combien d'années on demeure dans cet aspect de jeune créateur. Oui. Voilà. Donc, on va dire 5-6 ans. Voilà, maximum, c'est bon. Voilà. Alors, 5-6 ans, même si on en fait plus, est-ce que quelqu'un qui en fait plus, qui n'est pas forcément connu, il demeure toujours jeune créateur ou il devient confirmé? Non. Justement, le but, c'est pour ça que moi, j'ai créé l'association. Oui. Voilà, l'association des jeunes créateurs africains. Pour essayer de réguler tout ça. Voilà, pour réguler un peu tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes avaient besoin d'aide. Ils avaient besoin qu'on les accompagne, qu'on les conseille, qu'on les guide. Donc voilà, c'est un peu le but de l'association, c'est fédérer les jeunes créateurs afin d'être plus forts, plus solidaires. Bien sûr. C'est vrai qu'on va juste dire rapidement que dans le milieu, vous en faites beaucoup. Vous aidez aussi beaucoup de jeunes qui ont envie d'avancer. Il y a eu la Covid-19 en 2020. Oui. Nous sommes toujours dans la Covid-19, même si on a cette souplesse au niveau, bien sûr, de nos différentes activités et tout. Oui. Alors, quel impact la Covid a eu? On imagine. On fait un soupir parce que c'est grave ce qui va sortir. Oui. Alors, vous imaginez, la pandémie ne nous a pas du tout aidés, puisque du coup, les productions ont été, on va dire, ralenties. Oui. Même des fois, elles ont été, on va dire, nulles pour certains. Oui. Ils ne pouvaient pas se retourner. Ce n'était pas du tout évident. Moi, par exemple, j'ai un concept store dans lequel il y a 30 créateurs que je représente. D'accord. Donc, leurs produits sont diffusés chez moi. Et c'est vrai qu'on a senti la baisse vraiment du chiffre d'affaires, mais au moins de 60%. Voilà, donc c'était vraiment pas du tout évident. Donc, on est en train de se relever petit à petit. Et voilà. Ouais, alors, concrètement, on va prendre votre exemple. Tout prenez pas loin, comme on dit en zouglou. Alors, vous êtes avec nous. Vous avez tous ces créateurs qui sont chez vous. Les populations ne viennent plus parce qu'on est préoccupé par la santé. On ne sait pas ce qui se passe et tout. Et là, on arrête carrément de vendre. Il n'y a même pas quelqu'un qui vient acheter même un petit sac. Oui, parce qu'au début de la pandémie, vous savez, on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Donc, ce n'était pas du tout évident. Donc, les premiers besoins d'un être humain, quand c'est comme ça, c'est la santé. Pouvoir nourrir sa famille. Donc, là, le vestimentaire, on y pense un peu moins. C'est normal, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà un peu comment les choses ont commencé. Alors, vous venez toujours à la boutique ou on se dit, je ferme, je reste à la maison? Non, bon, au début, on a été obligé, on devait respecter les mesures barrières. Oui. Donc, on a respecté ce que le gouvernement a dit, on était à la maison. Mais entre-temps, comme on dit, il y avait toutes les charges qui étaient là. Oui. Donc, il fallait les assurer. Et c'est ce qui est intéressant d'être dans un concept store, de ne pas être seul, isolé. Parce que là, des fois, on est obligé de fermer son atelier. Bon, moi, je suis, comme vous dites, un peu une maman de la mode. Ces jeunes, pour moi, je les prends vraiment comme mes enfants. Donc, vraiment, ils m'expliquent leurs soucis. On essaie de trouver des solutions ensemble, de pallier. Par exemple, on va dire, on va solder, on va casser les prix, et puis essayer d'écouler un peu le stock qui est là. Donc, c'est ce qu'on a fait un peu. Bien sûr. Avant même de rentrer dans les solutions et dans ce qu'on a pu faire et tout, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes créateurs? Alors, ces jeunes créateurs, comme on dit, ils se sentent isolés. Oui. Voilà, ils ont besoin vraiment d'avoir, on va dire, quelqu'un un peu qui les chaperonne, qui les conseille, qui les guide. Parce que c'est vrai que des fois, ils ont la passion. On a vraiment de très bons créateurs en Côte d'Ivoire. Oui. Et même en Afrique, parce que mon association, elle est panafricaine. Oui. Dans mon association, vous avez des Guinéens, des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, des Ivoiriens. Voilà, donc c'est des jeunes qui sont... ils ont besoin un peu qu'on les guide, qu'on leur dise un peu comment gérer leur argent, la gestion par rapport à leur activité. Par exemple, comment faire une collection. Il y a certains objectifs à respecter pour faire une collection, voilà. Donc vraiment, ils avaient vraiment besoin d'être encadrés. Et je m'en rends compte parce que dans mon inbox, j'ai au moins une centaine de demandes pour adhérer à l'association. On ne peut pas répondre à tout le monde. Et puis, on n'a que 2 ans d'existence. Donc, on va pas à pas. J'essaie de sélectionner vraiment ceux qui sont un peu plus professionnels, on va dire. Et puis, j'essaie de les guider pour qu'ils puissent avancer. Bien sûr. Avant de terminer cette émission, eh bien, on va un peu s'attarder sur l'association. Ce sera bien sûr à la fin de nos échanges. C'est pratiquement le même problème avec la Covid, que ce soit même en Guinée, au Mali. Au Mali. Ce sont les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, non. C'est les mêmes problèmes, effectivement. Alors, nous allons bien sûr poursuivre cet échange et vous demander, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour vous maintenir?
parce que vous êtes encore là. D'accord. Ah oui, exactement. Et il fallait pouvoir tenir. Bien sûr. Alors, pour se maintenir, on a essayé de faire ce qu'on appelle des expositions-ventes. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire on peut louer un espace. Oui. Et puis, on regroupe, par exemple, les 20 créateurs. Et puis, on essaie d'appeler toute notre clientèle. Moi, j'ai 6 ans d'existence au niveau de mon concept store. Donc, tous mes clients ont été appelés par mail, on leur envoie des SMS. On casse un peu les prix et tout. Voilà, exactement. Et puis, on fait aussi des nouvelles collections, mais pas abordables, pas les trucs pas trop chers. Et on a réussi comme ça à écouler le stock qui était là depuis au moins combien de mois. Bien sûr. Donc, voilà un peu. Donc, exposition, foire, des ventes privées aussi, qu'on a fait au sein des différents concept stores, parce qu'il y en a qui ont déjà leur boutique et tout. C'est ce qu'on a fait un peu pour pallier un peu à la pandémie. Bien sûr, et pour vous permettre de toujours exister et de vivre. Certains créateurs, on l'a vu, hein, que ce soit les jeunes ou même les confirmés, se sont lancés dans la confection de cache-nez. Tout à fait, tout à fait. Ça a été aussi votre Oui, on l'a fait. Oui, ça nous a aidé au début de la pandémie, effectivement. Oui. Heureusement qu'il y avait ces cache-nez. Sinon, vraiment, ça aurait été très, très difficile. Et c'est vrai que ce n'était pas évident. Il y avait certaines règles à respecter dans la confection du cache-nez, parce que c'est quand même un problème sanitaire. Oui. Voilà, donc, nous, on a travaillé en collaboration avec des gens qui avaient les normes, codinormes, qui ont respecté et tout, qui nous ont montré comment travailler. Bien sûr. C'était un peu cette solution Dieu donné. Oui, voilà. Donc ça, c'était au début de la pandémie. Oui. Ça nous a permis de résister pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. Et maintenant, après, les affaires ont commencé à reprendre petit à petit, voilà, justement en faisant des foires, des expositions, en cassant les prix, en faisant des trucs pas trop excessifs. Et puis d'ailleurs, on ne trouvait même plus certains matériaux sur le marché. Voilà, au Forum, par exemple, à Djamé, où on va s'approvisionner, ou à Treichville, il y a beaucoup de choses qui manquaient. Donc, il fallait faire des choses simples, mais belles et sobres. Voilà. Aujourd'hui, ces jeunes créateurs qui ont dû peut-être fermer l'année dernière à cause de la Covid-19... Oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont fermé, mais j'ai eu beaucoup de chance. Moi, les créateurs qui sont dans mon association n'ont pas fermé. Oui. Ça a été dur, je dois le reconnaître, mais ils n'ont pas fermé avec nos conseils parce qu'on fait des formations, des masterclass. Donc, moi, en tout cas, mes créateurs n'ont pas fermé. Voilà, ça a été difficile, mais ils n'ont pas fermé. D'autres se sont tournés vers d'autres activités, en quittant même la mode? Oui, carrément, oui, en allant travailler, en devenant des salariés. Oui. Voilà, mais je pense qu'ils vont revenir. Je pense que les choses vont aller de mieux en mieux. Et voilà, je pense qu'ils vont revenir à la mode, parce que la mode, c'est une passion, et quand ça vous prend, vous partez, mais vous revenez, quoi. Oui. Voilà, donc je pense qu'ils vont revenir. Parlons un peu de la mode avant de poursuivre. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce secteur-là? Alors, la beauté de ce secteur, ben, c'est les gens même qui, on va dire, qui sont dans l'environnement de la mode. C'est des gens, vous avez vu, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit. Oui. Vous travaillez souvent avec nous. Vous voyez, on est ouverts d'esprit, on aime les belles choses, on a de la créativité. Voilà, on a toujours un génie quelque part, on veut toujours montrer un truc que les autres n'ont pas encore fait ou n'ont pas vu. Donc c'est un peu ça le milieu de la mode. Donc c'est féerique, c'est beau, ça peut être le luxe, ça peut être le truc de bon marché, mais la mode, elle est toujours là. Ça peut être l'extravagance. Ouais, exactement, vraiment l'extravagance, voilà. Oui. Avec des robes près du corps, plein de paillettes et tout, voilà. C'est un peu ça le monde de la mode. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce secteur de la mode aujourd'hui? Comment il se comporte en Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'il se comporte bien. Je pense qu'il se comporte bien parce que l'Ivoirien aime bien s'habiller. Voilà. Et puis, je pense même que toute l'Afrique, on aime bien être élégant. Oui. Bien sûr, ça dépend des différents pays. D'autres, par exemple, moi, aujourd'hui, je porte le boubou d'une jeune créatrice, voilà, du nom de Anobla, qui est dans mon association. Donc, comme là, c'est les fêtes vont arriver dans quelques temps. On n'a pas encore fini le carême. Oui. Voilà, donc, elle a confectionné de hyper beaux boubous, mais à des prix concurrentiels. Alors, on en profite en même temps pour saluer tous les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour ce secteur de la mode, avec même l'inscription de la mode au Massa depuis quelques années, avec une belle lucane qui est offerte aux associations et bien sûr aux stylistes et tout. Dans cette période, c'est vrai que vous êtes battus, débattu même pour essayer d'exister. Il y a des soutiens qui sont venus de quelque part? Oui, bien sûr. On a eu le soutien du ministre, Mme Kandia Camara, qui nous avait offert des vivres et des non-vivres. On a eu aussi, paix à son âme, le Premier ministre Ambak, voilà, Ahmed Bakayoko, qui nous a offert aussi des vivres et des non-vivres. Donc voilà, et puis on a eu aussi Madame l'ancienne ministre de la Culture, Raymond, qui était notre ministre de tutelle, qui nous a offert des vivres et des non-vivres. Okay. Donc vraiment, ils sont venus en aide, vraiment. C'était au plus fort de la crise, où tout le monde était désemparé, on ne savait pas comment se réorganiser. Donc le geste de ces 3 ministères, vraiment, nous a fait plaisir.
Alors, c'est vrai que vous avez dit que vous avez essayé d'avoir quelques solutions, bien sûr, pour vous permettre d'exister. Aujourd'hui, on est obligé de demeurer dans la résilience. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Quelles sont les petites astuces, les petites techniques comme ça aujourd'hui? Ou bien on reste toujours dans cette même démarche de foire, de salon et tout? On reste toujours dans cette même démarche, mais fait différemment. Oui. On a un peu plus de temps, puisqu'on produit un peu moins. Donc moi, ce que j'ai privilégié dans mon association, c'est les formations. Donc, des masterclass, voilà, pour que les jeunes puissent se réactualiser, apprendre, voir les nouvelles donnes dans tout le monde, voilà, dans le monde entier, ce qui se passe, les nouveautés, ce qu'on doit faire, où on doit s'approvisionner. Donc, dernièrement, on a reçu une dame qui est arrivée de Paris, qui nous a fait une formation sur la masterclass, comment gérer nos réseaux sociaux. Voilà, donc vraiment, moi, je privilégie aujourd'hui la formation, le temps qu'on s'en sorte, bien sûr, en produisant, voilà. Quels sont les différents thèmes, comme ça, à part peut-être les réseaux sociaux, quels sont les différents thèmes qui sont abordés? Alors, par exemple, comment créer une collection? Oui. Voilà. Comment s'adapter, par exemple, face au Covid? Voilà des différents thèmes un peu qu'on a eu avec ce professeur. La demande, elle est forte dans ce sens-là, parlant de formation? Oui, je pense. Si, elle est très, très forte. Et ce serait bien si c'est l'occasion de lancer un appel, voilà. Au ministère de lancer l'enseignement, je pense. Aux décideurs, pourquoi pas? Aux décideurs, voilà. Les formations, vraiment, pour les créateurs, c'est hyper important. Et voilà, si on pouvait nous aider dessus, ce serait très bien. Voilà. Alors, on en vient maintenant à votre association que vous avez. On rappelle que c'est l'association des jeunes créateurs africains. On en a combien au total? Alors là, aujourd'hui, on a une trentaine de créateurs. Oui. Voilà. Et bon, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de demandes en inbox, mais vraiment, je prends mon temps. On n'a que 2 ans d'existence. Donc, on prend le temps vraiment de sélectionner, de voir ceux vraiment qui sont sérieux, qui veulent vraiment aller au bout. Parce que le but, en fin de compte, c'est d'avoir une vision de la mode. C'est pas faire la mode pour 2-3 ans pour se faire de l'argent. Voilà, il faut voir à long terme. Voilà, rester 20 ans, 25 ans, 30 ans dans le milieu de la mode. C'est quoi cette vision concrète? Alors, cette vision, c'est un peu la vision que j'essaie de mener en tant que maman, en tant que leader. C'est de traîner mes jeunes, de booster un peu mes troupes, comme on dit. Voilà. Lorsque le moral est bas, c'est parler avec eux, les rencontrer. Je vais visiter chaque atelier de tous mes créateurs. Je sais où sont situés leurs concept stores, où sont situés leurs boutiques. Et puis, on essaie de travailler ensemble. Voilà. Quelles sont les matières? C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, nous avons le kita, on a d'autres pagnes aussi, on a même du raffia ou du tapa, si on part vraiment dans nos différents... Ou du faso d'Anfani du Burkina. Ou du faso d'Anfani, voilà, si on va piquer un peu juste à côté. Quelles sont les matières utilisées généralement par ces jeunes créateurs africains? Bon, en fait, ivoiriens d'abord pour commencer. D'accord. Alors, il y en a vraiment qui sont spécialisés uniquement dans ce qu'on appelle le tissé, le textile tissé africain. Donc, il peut être, comme on a dit, le faso d'Anfani, le kita, le raffia ou le tapa. Et puis, il y a d'autres qui font un mélange un peu des deux. C'est-à-dire les différentes cultures des pagnes, des tissus européens mélangés avec des pagnes. Moi, par exemple, je mélange le faso d'Anfani et le pagne ou même voilà, un tissu européen. Voilà. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche? Tout marche, franchement, il y a de tout. Franchement, je pense que ça dépend de chacun, de ce qu'on aime. Et puis, ça dépend des fois des circonstances de la cérémonie à laquelle on va. Si, par exemple, on va pour un mariage coutumier, on peut peut-être mettre, si je peux me permettre, voilà, de présenter cette pochette. C'est une pochette en perles, voilà, qui est très vendue, par exemple, pour les mariés. Voilà, le mariage coutumier. Voilà, ça, c'est une création qu'on vient de faire un peu durant la crise. Voilà, l'idée est venue, voilà. On essaie de s'adapter comme ça. Voilà, de s'adapter, voilà. Aux circonstances, voilà. Alors, c'est vrai que nous parlons des jeunes créateurs. On va aussi en profiter peut-être pour saluer tous ces acteurs de la mode là, qui essaient de faire bouger ce secteur avec la CMCI, avec bien sûr votre association, avec aussi ces aînés. Le Ramsi aussi, le Fatim Sidibé. Voilà, c'est quelqu'un, je profite pour la saluer. C'est une dame vraiment très, 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 on va dire, solidaire de la mode. Elle, c'est vrai qu'elle gère son réseau de mannequins, mais vraiment, c'est quelqu'un qui a du cœur et qui, vraiment, sans souci, vient vers les stylistes, les créateurs et tout. Et donc, je tiens à la remercier sur le plateau. Et quand on parle de mode aujourd'hui, ou même quand on parle de jeunes créateurs, on associe d'autres corps de métier. Comme vous avez parlé tout à l'heure des mannequins, il y a d'autres aussi qui interviennent. Oui, bien sûr. Il y a des mannequins, comme on dit en herbe, qui commencent et tout. Donc voilà, exactement. Il y a des make-uppers aussi. Il y a des quoi? Des make-uppers aussi. Oui. C'est le terme employé lorsque vous êtes dans les backstage aussi. Alors, il nous reste juste quelques instants pour terminer, bien sûr, ces échanges. On rappelle que nous sommes avec Mme Diana Roncet, qui est présidente de l'Association des jeunes créateurs africains. Avec elle, bien sûr, la résilience de ces jeunes créateurs face à la Covid-19. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les jeunes créateurs et qu'est-ce qu'il faudrait retenir?
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait redire? Il faudrait les encourager. Il faudrait les encourager, les soutenir. Voilà. Et comme je l'ai dit, à travers des masterclass, à travers peut-être des dons financiers. Là, en ce moment, nous, on rencontre des cabinets d'audit qui nous posent un peu des questions sur nos besoins, comment on a vécu la Covid. Et puis, il y a des dossiers qui sont montés. Maintenant, on ne sait pas si ça aboutira ou pas. Mais en tout cas, on a fait la démarche. Oui. Voilà. Et on essaie de professionnaliser un peu le secteur. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à Mme Diana Roncin, voilà, qu'on a eu plaisir à recevoir, qui nous a permis d'illuminer un peu ce studio. Donc, on aura aussi d'autres occasions comme ça pour échanger sur ce sujet très important, ces jeunes créateurs que vous appréciez à travers vos communes, vos quartiers qui sont partout et qui essaient tant bien que mal de vous faire plaisir à travers le doigté magique. Excellente journée à vous donc. On va marquer juste une petite pause et on va revenir dans cette émission pour poursuivre Matin Bonheur avec le JT de la matinale et ensuite vous aurez le petit-déj pour terminer. À tout de suite. Alors, on poursuit cette émission devant Méliane Cuny qui fait son entrée. Nous allons d'abord croquer le JT avant de le slammer. Vous connaissez bien ce que nous faisons tous les vendredis. Bonjour Hilary. Bonjour Thierry, comment ça va bien? Très bien. Bon, ça va, on est là, on ne se plaint pas, on est au champ. D'accord, allez, allons-y. C'est parti. Retour des pro-Gbagbo, Katina, Picasse et consorts dévancent Gbagbo. Le mois d'avril sonne-t-il comme celui des événements marquants en Côte d'Ivoire? En tout cas, on se souvient que Laurent Gbagbo avait été arrêté un 11 avril et c'est encore un 30 avril que Damana Adia Picasse, Kone Katina, Koudou Jeannette et bien d'autres réfugiés politiques ont finalement regagné la Côte d'Ivoire après 10 années d'exil. Lorsque l'annonce de leur retour avait été faite, certains Ivoiriens tels Saint Thomas n'y croyaient pas du tout. Eh bien, c'est désormais une réalité. Ces proches du président Gbagbo, dont certains occupent des fonctions officielles au FPI, sont donc rentrés sans que le ciel ne leur tombe sur la tête. Petit à petit, le train de la réconciliation dans notre pays se met en marche et il faudrait que chacun y mette du sien en adoptant un comportement de paix pour que le train ne déraille pas. Un train qui déraille, il fait beaucoup de bruit, c'est connu et nous n'en voulons pas du tout. Bien sûr, et surtout qu'ils se sont engagés dans la cohésion sociale et tout. Voilà, c'est important. Merci pour la caricature de tout à l'heure, les favoris. Allons-y. Permis de conduire, des gendarmes remplacent des inspecteurs. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a procédé ce lundi à l'installation officielle des 25 gendarmes en remplacement des inspecteurs des examens dans le processus de délivrance des permis de conduire. Cette décision de suspendre les inspecteurs vise, selon les autorités ivoiriennes, à lutter contre la fraude et la corruption. Les gendarmes feront désormais passer l'examen pour laisser un peu de temps au gouvernement de réformer le secteur, a indiqué le ministre. Ainsi, pendant 3 mois, seuls ces 25 gendarmes seront habilités à superviser le processus d'obtention du précieux sésame qu'est le permis. Vous, les gendarmes, là, on sait tous que vous êtes des corps habillés, vous êtes très bien habillés quand vous êtes dans vos tenues. On espère que devant l'argent, vous ne deviendrez pas des corps habillés de banque en cédant à la corruption. Média, Jeune Afrique pleure son père fondateur. Le franco-tunisien Béchi Ben Yamed, fondateur du mythique journal panafricain Jeune Afrique, a tiré sa révérence le 3 mai dernier des suites du coronavirus. Diplômé de HEC, il est nommé le 15 avril 1956 secrétaire à l'information dans le cabinet du Premier ministre d'alors, Habib Bourguiba. Entré en conflit avec la politique de ce dernier, il démissionne pour créer Afrique Action, l'ancêtre donc de Jeune Afrique, et par la suite, il crée Jeune Afrique le 21 novembre 1961. Sa célèbre chronique, ce que je crois, était appréciée par de nombreux lecteurs pour le regard lucide qu'il jetait sur le monde. Ainsi, le monde de la presse paie un monument, un homme de réseau. Adieu, Béchi Ben Yamed. Adieu. Ouais. Sommet du G7, rencontre des ministres des Affaires étrangères. Il est toujours très chaleureux de se retrouver, surtout après cette crise de coronavirus. Les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis ce mardi à Londres pour évoquer les questions chaudes de l'actualité de l'heure, à savoir la Chine, la Birmanie, la Libye, la Syrie, la Russie, etc., qui sont donc à l'agenda des discussions des chefs de la diplomatie du club des pays riches, avant le sommet des chefs de l'État et de gouvernement le mois prochain. Espérons simplement que ces ministres des Affaires étrangères ne prennent pas de décisions bien étranges pour la marche du monde.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hilary. Et puis, belle caricature aussi. Le cache-nez que vous avez dessiné là, il est élastique? On peut le tirer à souhait. Franchement, je me demande qu'est-ce qui vous inspire hein, pour toutes ces caricatures et tout. Vraiment. Alors, merci beaucoup, Hilary. Merci. Et merci aussi à la réalisation. On va recevoir cette dame. Elle est avec nous et vous savez, jusqu'à la fin de l'émission. J'ai déjà donné l'annonce. Bonjour Méliane. Bonjour Joël. Je ne veux pas te déconcentrer, désolé. Je suis là jusqu'à la fin. Tu es d'accord avec cela? Je confirme. OK. Vrai ou faux, nous avons donc 6 informations aujourd'hui. Top, c'est parti, on commence. La première information, il s'agit d'un communiqué qui émanerait du ministère de l'Éducation nationale. Conditionnel. Oui, merci. Parce que c'est faux. Ce communiqué, le ministère l'a démenti. A démenti ce communiqué-là qui parlait justement de personnes des draines qui prennent de l'argent entre 2 000 à 5 000 pour les examens et tout ça là. Mais là, ce communiqué n'émane pas du ministère de l'Éducation nationale. Donc merci d'éviter d'attribuer ce genre d'informations sur les réseaux sociaux. Voilà. OK. Deuxième information, c'est vrai que tout le monde cherche l'argent, on veut vite avoir l'argent. Et là, en ce moment, on nous parle d'un billet de 50 000. Billet de 50 000. Oui, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Non, le billet de 50 000 n'existe pas. La BCAO a démenti cette information. Voilà. Le billet n'existe pas. C'est vrai que ça aurait été utile. Oui, et puis voilà, bien intéressant. Donc on imagine, comme on dit dans le milieu... On te dit bonjour, vite fait, un billet de 50 000. Ça aurait été bien, mais c'est faux. Comme dans le milieu de la musique, on parle de travail. Imagine un travail de 50 000. 10 billets de 50 000, tu es bien. Quand même. Mais non, le billet de 50 000 n'est pas... D'actualité. Voilà. On nous parle ensuite d'un jet offert au président de la Centrafrique. Un jet. Un jet privé. Oui, de la Russie. OK. Ouais, il fallait le faire, mais non. C'est faux, ce jet privé ne vient pas de la Russie. En plus, cet avion-là a été débarqué au niveau de l'Allemagne parce qu'ils ont eu un crash avec un Boeing. Donc, ils ont racheté cet avion pour récupérer des pièces à l'intérieur pour concevoir leur avion. Donc, la Russie ne peut pas... Mais comme on dit, il faut faire vraiment attention aux informations que nous avons. Hein, parce que quand tu regardes aussi, tu te dis, mais tout le monde attribue tout à la Russie. Donc, la Russie offre un truc à la Centrafrique. C'est faux, ne vous fatiguez pas. Ensuite, on a Denis Mukwege, le candidat à la présidence de la CENI congolaise. C'est faux, le monsieur-là n'est pas candidat. Voilà, c'est vrai qu'il a été sacré prix Nobel en 2018 et tout ça. Il faut rappeler que la CENI congolaise, c'est l'équivalent de la CEI ici en Côte d'Ivoire. Voilà, le monsieur n'est pas candidat, il n'a déposé aucun document. On a contacté son service de com et tout. C'est faux, il ne veut pas partir là-bas. Maintenant, si il est loin gens veulent, il est loin d'y aller. Loin de la politique même et tout. Si on veut vraiment qu'il aille, c'est peut-être le peuple qui... Sinon, ça ne fait pas partie de ses intentions. Ensuite, on a une colonne de rebelles en route vers le Tchad. Parce qu'en ce moment, le Tchad, c'est la zone qui fait fort en ce moment. Tout le monde crée des fake news. J'ai l'impression même que le Tchad est en train de rivaliser avec la Covid. Et les fake news, c'est fort, voilà. Donc, c'est une image d'entraînement qu'ils ont récupérée. Ils ont mis automatiquement sur les réseaux sociaux, disant comme ça qu'il y a une colonne de rebelles qui s'attaque au Tchad. Mais c'est faux, c'est une fausse information. Et la dernière information, c'est qu'on a toujours, en rapport avec le Tchad, on a un militaire. Voilà, on nous montre une image d'un militaire et d'un ressortissant tchadien, comme quoi il serait en train de marcher et que... Ils sont en train de protester et que le militaire en question a pointé l'arme directement sur cette personne en train de marcher alors que... De soldats étrangers. Voilà, alors qu'il n'en est rien. Non seulement ce n'est pas une information, c'est pas une vidéo du Tchad et encore c'était une marche encadrée. Donc rien à... Il ne faut pas tout de suite attribuer certaines informations parce que là, on dit « Ah, attention, ils sont en train de tirer sur les Tchadiens et tout. » Il faut faire attention, j'ai envie de dire. On manipule aujourd'hui les images
À des comme on fins, veut, oui, voilà, c'est pas du tout intéressant. Alors, malsaine. Méliane, on a ces images-là comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui se demandent, mais comment est-ce que moi je fais pour savoir que c'est faux, c'est pas vrai et tout? Déjà, rapidement avant de terminer. ces images-là, si vous avez une photo, il y a ce qu'on appelle Google Images. Avec Google Images, vous allez rechercher la photo, vous allez voir combien de fois cette image a été publiée et vous allez avoir la version d'origine. Généralement, c'est des anciennes photos qu'on récupère et qu'on attribue à différentes personnes. Okay. Donc, je veux dire, on récupère une photo de, par exemple, pour l'avion, c'est une photo de 2017 qu'on a actualisée en 2021 pour attribuer. Donc, vous verrez la première publication de cette vidéo avec Google Images, vous saurez automatiquement que c'est une fausse information. Il y a aussi certains logiciels de montage de photos. Donc, lorsqu'une image est photoshopée, pour les experts, il y a certains signes qui ne trompent pas. Oui. Il y a certains détails, il y a la luminosité. Et aussi ce que vous devez savoir, c'est qu'une photo a une information. Lorsqu'on prend une photo aujourd'hui, qu'elle est enregistrée, on a à la fois la date, on a le lieu où la photo a été prise et d'où provient cette photo. Bien sûr. Donc, avec ces trois éléments, on peut facilement traiter l'information et savoir d'où provient cette information. Merci beaucoup, Améliane Cuny. Alors, première information communiquée du ministère de l'Éducation nationale, c'est faux. Billet de 50 000 faux aussi. La Russie offre un jet privé à la présidence centrafricaine, c'est faux. Denis Mukwege, le gynécologue, qui n'est pas dans la politique, bien sûr, au Congo. Une colonne de rebelles en route vers le Tchad, c'est faux. Et puis, dernière information, un soldat français qui pointe son âme sur un jeune Tchadien, aussi faux. Alors, il faut faire attention à tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux. Et on rappelle que pour cette année, pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, eh bien, l'UNJCI met un accent sur les fake news. Donc, il faudrait aussi faire véritablement attention. Alors, avec Méliane, qui reste en notre compagnie pour la suite de cette émission, on passe au petit-déj. Voilà, petit-déj donc, aujourd'hui, c'est un décor affriolant et fébrifuge que nous constatons. On se va le faire, on va aller manger. Bonjour, chef. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors, nous sommes en compagnie de chef Daguerre, avec qui nous voyageons dans notre esprit. Et aujourd'hui, nous avons du crostini de fromage et jambon de dinde. Et aussi, nous avons des cônes de smoothie aux fruits rouges et noix de cerneau. J'espère que j'ai bien dit. Trop bien dit. Ça peut aller? Trop bien, bravo, bravo. Alors, merci beaucoup. Vous allez, c'est vrai que je l'ai dit comme ça, mais quels sont les ingrédients qui sont utilisés? Qu'est-ce qu'on a? Une autre présentation, s'il vous plaît, le temps que je m'approche de vous. Oui. Ok, d'abord, aujourd'hui, on a choisi de réaliser ensemble le crostini de fromage. Oui. Ok, avec le jambon de dinde, avec une petite sauce pesto. Oui. La sauce pesto, c'est une sauce à base de basilic. Petite démonstration, bien sûr, en studio. Comme d'habitude. Oui. Le jambon de dinde. Oh là là, ce matin-là, bien sûr, très beau décor, n'est-ce pas, Méliane? Oui, Angèle, je suis tentée de venir te rejoindre. Bon, tout à l'heure. Attends là-bas. Un peu de tomates séchées. Tomates séchées. Oui, oui. Donc, on a du jambon, on a du fromage, on a la tomate séchée. Oui, on a deux fromages ici. On a le Saint-Mauré. Oui. Et puis, on a l'Emmental. L'Emmental, OK. Comme ça, on a allé à la Suisse, après en France. Quel est ce liquide qui se trouve dans la tomate séchée? Ça, c'est de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. C'est du tomate séché. Oui. Et puis, on le marine dans l'huile d'olive. L'huile d'olive, OK. OK. Après, on a poivron rouge confit. Rouge et jaune. OK. On a du persil, c'est ça? Oui, un peu. OK. Ça donne un peu l'amertume. OK. C'est très minutieux, il faut aller doucement. Hein. Ouais. Et j'aperçois des sauces là, qu'est-ce que... On a ici, comme on a dit avant, ça c'est la sauce pesto. La sauce pesto. La sauce pesto, c'est une sauce à base de la basilic. On prend par exemple 2 bottes de basilic, 2 cuillères de parmesan, un peu de poudre d'amande,
On peut utiliser poudre d'amande aussi. Et puis, huile d'olive, demi-verre d'huile d'olive. Si je ne m'abuse, le basilic, eh bien, c'est un peu comme le persil, là? Non, non, le basilic, c'est trop loin. C'est plus parfumé, il n'y a pas amertume dedans. Dans le persil, il y a un peu de basilic dedans. OK, il n'y a pas de souci. Allons-y. Après, là, ça c'est fini, il y a des petites touches. OK. On prend ça. On pose un peu maintenant. Ça, on s'appelle micro-herbes. Des micro-herbes? Des micro-herbes. C'est du poireau aussi. OK. Donc, c'est les racines de poireau. Ah, des racines de poivron. Ouais. OK. C'est une recette qu'on a l'habitude à faire à la maison, mais un peu moins jolie. Donc, pourquoi pas améliorer notre plat le matin? Merci beaucoup de l'améliorer ici, dans nos studios. Voilà. OK. On rappelle que nous sommes en compagnie de Chef Daguerre. Voilà. Après, tomate cerise. Allez. Ça peut aller? C'est fini. OK. Trop bien. Okay. J'ai bien aimé le geste de... OK. Donc, mais le pain utilisé? Non, le pain, c'est du pain pas normal. Du pain, c'est ce qu'on appelle pain tradit? Non, pas pain tradition. J'ai fait avec le pain normal, mais je l'ai fait d'une autre façon, quoi, avec un peu de farine à la fin avant de le faire entrer au four. Ah, c'est vous-même qui faites le pain? Oui, chez nous. OK, bien sûr. Donc, déjà, merci pour cette présentation-là. OK, on n'a pas fini. On n'a pas fini? OK, on continue là, donc. Là, on a le smoothie. Ça on en vient... pour rafraîchir. Mais avant de commencer à expliquer, on va mettre un peu de l'eau ici. On va voir ça va donner quoi. Oula! Et qu'est-ce que c'est que ça? Expliquez un peu à nos téléspectateurs. Ça, si un peu, tu mets tes mains ici. Oui. C'est froid, non? Oui. Okay. Ah, c'est agréable. Ouais. C'est de la glace carbonique. Ah, ce monsieur, il nous fait découvrir des choses. La glace carbonique, c'est des glaces que nous, on les fait. Ça évapore. Oui. Et ça pour rafraîchir les smoothies? C'est ça. OK. Et trop vite, si on touche, c'est froid déjà. Oui. Et puis, c'est un joli décor aussi. Magnifique. Magnifique. Je vous laisse là, vous restez, et puis je pars rapidement. Oh là là, je suis impressionné ce matin parce que je suis en train de découvrir, et tout comme moi, je sais que vous aussi, vous appréciez la magie de Chef Daguerre dans ce studio. Donc, nous avons un invité à côté de Méliane, un invité donc dans cette émission, Nicole Diabaté. Elle est mannequin professionnelle. Elle vient, venez, voilà, venez, juste là. Mettez-vous là. Voilà. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, monsieur. Vous l'avez constaté, nous sommes avec les acteurs de la mode aujourd'hui dans cette émission. Donc, notre invité est mannequin professionnel. Son petit nom, c'est Suspect 96. Oui, pourquoi 96? 96 à cause de ma coiffure, ma coupe de cheveux. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je n'avais pas percuté. Elle a la même coiffure que Suspect. Oui. OK. Alors, il y a une concurrente ici pour la coiffure. Alors, mannequin professionnel depuis combien de temps? Depuis 2016. J'ai commencé en 2016. Je faisais la formation pendant 6 mois. Oui. Et après ça, je suis devenue formatrice. OK. Et maintenant, j'ai quitté l'agence, je suis en freelance. En freelance? Oui. OK. On va rapidement manger et puis on verra pour la suite. Donc, alors, aujourd'hui, vous êtes notre invité. Avec vous, on va découvrir ce que Chef Daguerre va nous offrir. Okay. Vous êtes chez vous. Mettez-vous à l'aise, dégustez. Chef Daguerre, on va emmener le... OK, pas de problème. Oui. D'abord, toute cette beauté, il faut offrir... Merci beaucoup. Chef Daguerre, Chef Daguerre, Chef Daguerre. Bon appétit. Merci. Ça, on peut... avec la main pour goûter, oui, il n'y a pas de problème. C'est un crostini et aussi c'est tartine, mais tartine en français, crostini en italien, c'est la même chose. Oui. On peut apporter du papier. OK. Donc il y a du fromage, Emmental, Saint-Mauré, fromage crémeux, du dinde. Bon appétit, bonne dégustation. Oui, on va vous apporter un essuie-tout là, et puis on va essayer de. Je me déplace pour aller chercher. Quelle galanterie. Merci Hassan. Allons-y. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Alors,
pendant ce temps, allez-y, pendant ce temps, je suis avec Chef Daguerre. Donc, on a combien de minutes comme ça à la maison pour réaliser bien ce crostini? Le crostini, oui. Déjà, ce pain, ce n'est pas nécessaire qu'on utilise le même pain que j'ai utilisé. Oui. Donc, aussi, pour ne pas gaspiller notre pain à la maison, on peut utiliser un pain qui est ancien, simplement. On le coupe, on le met dans la poêle, filet d'huile d'olive, sel, poivre. Et puis, on met le dinde, les fromages. 5 minutes, je pense. 5 minutes. Pas plus, pas plus. Déjà, quand on se réveille le matin, on est... Focus. On sait que, oui, on est focus, qu'est-ce qu'on va manger. Donc, avant de dormir, un jour avant, on sait déjà ce qu'on va faire. Alors, nous sommes avec, on l'a dit, notre invité de ce jour, qui est mannequin professionnel. Eh bien, Nicole Diabaté, impression. Bah, en tout cas, je trouve ça bon. Oui. C'est bon, le pain n'est pas aussi dur que ça. OK. C'est mangeable, en fait, c'est bon, c'est très bon. Et le truc, la crème qui est dessus, c'est un goût d'ail et puis ça passe. Tout à l'heure, nous, on va le savoir parce que tout à l'heure, on va se faire plaisir. Donc, alors, voici les impressions de notre invité que nous avons ici. On rappelle pour le menu crostini de fromage, jambon de dinde, cône de smoothie. On va lui apporter les smoothies pour qu'elle puisse goûter aussi. Oui. OK. OK, merci. C'est la cuillère. On sent que Chef Daguerre, c'est un amoureux fou parce qu'il n'y a que du rouge, des roses rouges. Et tout, donc, en fait, je savais qu'aujourd'hui, il y avait trop de beauté. Donc, il faut qu'on utilise les rouges aussi. Oh, t'es gentil, Chef Daguerre. Ça peut aller? Oui, ça va, c'est très bon. C'est très bon? C'est de la crème. On prend, si on doit le faire à la maison, on prend un verre de crème, un verre de lait, 2 cuillères comme ça, de sucre. Et on met dans le mixeur avec des fruits rouges. Ou même, on peut faire avec l'avocat, avec le mangue. On le met simplement dans le mixeur et on le mixe. Vous pouvez goûter si vous voulez. J'ai amené. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, c'est bon. Oui. Okay. J'offre à Méliane. Pardon, une cuillère, s'il vous plaît. Cuillère. Petite cuillère, ça y est. Mélie, on va se faire plaisir sur le plateau. C'est pour ça que j'aime bien le vendredi et tout. Miss Diabaté, ça peut aller. Hein. Oui, ça va. Il y a pas mal de fruits rouges. Des petites cuillères. Agréable. Oh là là, magnifique. Je pense que tout à l'heure, on va, on va faire plaisir à toutes les personnes. Allons-y, allons-y, allons-y. Allons-y, voilà. J'ai eu la chance d'avoir. Tiens, ma soeur, vas-y, mets-toi à l'aise. Et comment? Allez, merci à Miss Nicole Diabaté, qui aime bien Matin Bonheur. Qu'est-ce qu'elle aime regarder dans Matin Bonheur? Dans Matin Bonheur, du coup, sans vous mentir, je vous regarde seulement. Je regarde votre émission et puis... Elle est en train de me charmer. Sans vous mentir, je vous regarde seulement. Ouais. Oh là là, oh là là, je tombe. Alors, merci beaucoup. C'est pour ça que tu es venu ici ce matin. Merci, non, c'est pas pour ça. Merci de nous regarder, en tout cas. Rien, nous, on est là pour vous faire plaisir. C'est pour vous que nous sommes devant ces caméras. Merci à Konema Sandjé. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé dans cette émission. Toute cette semaine, on a eu plaisir à être avec vous. La semaine prochaine, on sera encore là avec nos sujets et nos consultants. Merci à Patéo qui nous a habillés aujourd'hui. Merci à Chef Daguerre. Merci à vous, Mr. Diabaté. Que Dieu vous garde. Au revoir.